Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes, mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 10, partie 2, d'une graine aux autres, réenchanter les variétés anciennes ou faire du neuf avec du vieux. Alors du coup, comme vous avez entendu, cet épisode, c'est la partie 2 de l'épisode 10. Et dans la première partie, on vous racontait notre travail et le début de notre travail qui est celui de création de populations diversifiées. Parce que effectivement, d'une graine aux autres, notre objectif, c'est de développer la biodiversité cultivée. Et on a 3 manières de le faire. Via la transmission, donc par exemple ce podcast on considère que c'est de la transmission. L'accompagnement aussi, ça c'est la deuxième partie de notre travail. Par exemple, on travaille avec l'association Du Grain au Pain à Belle-Île. C'est des citoyens qui veulent créer des populations de blé adaptées à l'île. Et d'ailleurs, on a déjà fait un épisode sur cette association et vous pouvez, si vous avez envie d'en savoir plus, écouter l'épisode 13, rencontre 6, sur le sujet. Et puis du coup, la troisième partie d'une graine aux autres, pour développer la biodiversité cultivée, c'est qu'on fait de la sélection et on crée des populations évolutives présélectionnées, donc qu'on appelle les PEPS. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi on fait ces PEPS ? Ça part d'un constat que notamment on a besoin de diversité dans l'agriculture. Ça, je crois que si vous avez écouté d'autres épisodes de notre podcast, vous l'avez bien compris. Mais aussi que il y a le constat qu'il y a beaucoup de semences et de variétés qui ne sont plus du tout utilisées aujourd'hui et qu'il y en a beaucoup qui dorment dans des banques de semences qu'on appelle aussi centres de ressources génétiques. Et ces semences qui sont stockées dans les banques de semences et que d'ailleurs on appelle accession, elles sont très peu diversifiées parce que en fait quand elles sont stockées dans ces banques de graines, elles sont stockées en toute petite quantité parce qu'il y en a énormément et donc c'est pas possible de stocker des grosses quantités de chaque accession justement. Et puis aussi il y a beaucoup d'associations notamment qui sont membres du réseau Semences Paysannes qui quand même les sortent ces accessions des banques de graines, mais on s'est rendu compte que c'est énormément de travail pour chaque accession, de les sortir, de les multiplier et ensuite de les maintenir en pur, c'est-à-dire de façon individuelle, parce que ça fait qu'on se retrouve avec des grosses quantités de chaque accession et on peut pas conserver toujours pareil en fait des grosses quantités sur les fermes de plusieurs accessions. Et donc quand on travaillait sur des projets de recherche sur la biodiversité cultivée à l'INRAE, on a essayé de prendre en compte toutes ces contraintes. Donc je rappelle rapidement les contraintes, mais qui sont besoin de diversité, beaucoup de semences qui sont pas sorties des banques, qui sont peu diversifiées en termes de diversité intravariétale dans les accessions et aussi beaucoup de travail pour les conserver. Donc avec toutes ces contraintes, l'équipe dans laquelle on travaillait, elle a proposé une méthode pour valoriser le plus possible d'accessions et d'une manière qui soit moins complexe que de tout avoir de manière individualisée. Et donc on a remarqué que les agriculteurs sur les grandes cultures, donc les grandes cultures c'est notamment par exemple le blé, le maïs ou les céréales en général, ils avaient tendance à faire des mélanges de leurs accessions ou de leurs variétés, ça dépend comment on a envie de les appeler, parce qu'ils trouvaient que c'était plus stable dans le temps de faire ces mélanges-là, et puis aussi parce que logistiquement, c'est plus simple à gérer d'avoir
un ou deux ou trois mélanges que d'avoir, comme je disais, une dizaine ou une vingtaine de populations impures. Et donc, ça nous a donné l'idée, et donc notamment avec Véronique Chable, qui est la chercheuse avec qui on travaillait dans cette équipe de l'INRAE, ça nous a donné l'idée d'essayer de faire des mélanges, mais en ciblant certains critères. Et c'est là, du coup, que on s'est dit qu'on allait créer les PEPS. Ouais, parce que les PEPS, vous allez voir pourquoi, ça s'appelle des populations évolutives présélectionnées, mais donc c'est ça, c'est des mélanges avec des critères ciblés. Dans la partie 1, on vous a expliqué comment en fait on faisait la recherche des accessions dans les banques de graines et comment on les observait. Voilà, vous vous rappelez, on s'imaginait dans nos champs en train d'observer chacune des petites parcelles de chacune des accessions. Et aujourd'hui, on vous propose de vous raconter la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces observations et de ces graines récoltées. Et c'est-à-dire que vraiment, c'est s'intéresser concrètement à comment on fait les PEPS. Alors, on vous propose de le raconter en 2 temps, c'est-à-dire d'un point de vue technique, c'est-à-dire comment on fait ces mélanges sur les critères d'intérêt, et ensuite comment on organise notre travail ou quelle est notre manière de travailler finalement. Parce qu'on veut créer ces populations pour et avec ceux qui les utiliseront en fait. On ne le fait pas toute seule dans notre coin. Ça, c'est un petit peu notre spécificité qui vient du monde de la recherche participative. Donc voilà, on va vous dire peut-être comment on fait sur le plan technique et ensuite organisationnel. Alors, sur le plan technique, les mélanges, comment on les fait? Déjà, en fait, à chaque fin de saison, on récolte les graines de chaque accession de manière individuelle. Donc ça, c'est un gros travail. Ça peut se faire avec des machines expérimentales ou quand on a des toutes petites quantités, à la main. Donc voilà, c'est un travail très méticuleux pour pas mélanger les variétés ou les accessions entre elles. La première année, quand on reçoit juste des accessions des banques de graines, en fait, on a des toutes petites quantités. Et en fait, au bout de 3 à 4 ans, on arrive à avoir, selon les espèces, ça dépend, 1 à quelques kilos. Pendant que ces accessions, elles sont au champ et et qu'on les observe, donc on produit des données, c'est ce qu'on vous a expliqué dans la première partie de l'épisode. Et donc à la fin, une fois qu'on a récolté, on a et des graines et des données, voilà, qui sont les observations pendant la culture. Et puis on a aussi des données sur les graines, parce qu'en fait, après la récolte, on regarde aussi les graines, on fait des mesures sur les poids, sur les couleurs parfois, les formes, etc. Après 2 ou 3 années d'observation, en fait, on va observer pendant au moins 2 ou 3 années pour être sûr de la pérennité des caractéristiques qu'on observe, en fait. Donc voilà, après ces 2 ou 3 années, on peut commencer à créer nos populations. C'est-à-dire qu'on peut commencer à les mélanger ces accessions en fonction de certains critères. Tu nous donnes un exemple, Emma, de ce qu'on pourrait faire avec, je sais pas, des lentilles? Eh ben oui. Par exemple, on pourrait créer une population de lentilles de plein de couleurs différentes, mais qui ont toutes le même temps de cuisson. Par exemple, qui cuisent en une demi-heure. Ça voudrait dire qu'on aurait testé en fait le temps de cuisson de toutes nos accessions. Alors, par exemple, on a commencé à travailler avec des lentilles, mais on n'a pas pour l'instant la quantité nécessaire pour faire ces tests-là. Mais là, on va dire, dans un monde hypothétique, on aura eu la capacité de tester le temps de cuisson de chacune des accessions. Et ensuite, on aurait sélectionné uniquement celles qui auraient eu un temps de cuisson d'une demi-heure et on les aurait toutes mélangées. Parce qu'on trouve que voilà, une demi-heure de cuisson pour des lentilles, c'est bien, tout simplement. Et on peut aussi cumuler des critères, c'est-à-dire que on pourrait avoir une population de lentilles qui cuisent en une demi-heure. Ça, c'est concret pour chacun de vous qui écoute et qui cuisine parfois des lentilles. Et puis d'un point de vue agricole, ça se voit pas forcément dans l'assiette, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des lentilles aussi qui sont pas trop sensibles à telle ou telle maladie. Donc là, c'est pareil. En fait, on regarde notre tableau de données et on choisit les accessions qui cumulent les 2 critères d'intérêt. Alors, vous voyez bien que plus on ajoute des critères d'intérêt, plus on diminue le nombre d'accessions possibles par mélange. Mais voilà, sur le principe, tout est possible. En fait, c'est
C'est les utilisateurs, les créateurs de la population qui décident de comment on fait, quoi. Voilà. Et puis, vous allez peut-être vous dire: «Mais comment ils font concrètement?» Enfin, pour créer ces populations d'une manière, vraiment physique, quoi, concrètement. Ben, c'est tout simple, on prend un peu de graines de chacune des accessions qu'on a listées pour mettre dans une population. En fait, on les met toutes dans un sachet et hop, on sème. Voilà. Donc, on fait quand même attention de bien mettre les mêmes proportions de chaque accession dans les mélanges, que pour que chaque accession, elle ait la même chance que les autres de se développer au moins la première année, quoi. Donc, on pourrait se dire que c'est juste un mélange, mais comme c'est un mélange dont on ressème la récolte tous les ans, donc ça, c'est aussi un type de population qu'on appelle une population dynamique, et ben à chaque cycle de culture, il y a un petit peu de croisement. Alors, il y a beaucoup de croisements quand c'est des espèces allogames, comme le maïs, par exemple, c'est-à-dire des espèces qui se croisent. Et quand c'est des espèces comme le blé qui sont autogames, c'est-à-dire qui se reproduisent à l'identique avec elles-mêmes, on pourrait se dire que bon, c'est juste un mélange, il y a juste les proportions qui changent. Ben, en fait, non, parce que même dans les espèces allogames, il y a toujours quelques pourcentages, un petit pourcentage de croisements. Et donc, ces croisements, ben, chaque année, ils viennent enrichir la diversité de chacune des populations. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ces mélanges, comme vous a expliqué Estelle, et qu'on les a semés, ces mélanges, eh ben, on va les observer pendant 2 à 4 ans sur des plateformes. Ça dépend des espèces, de la place qu'on a sur les plateformes. Et donc on va les observer pour vérifier que les critères sur lesquels on a créé ces mélanges, ils se maintiennent bien dans le temps. Parce que ça dépend des critères, ça dépend des espèces, voilà. Donc on va quand même bien vérifier ça. Et aussi, pendant les années de multiplication, bah justement, les quantités, elles augmentent. Et un jour, on en aura assez pour mettre ces semences dans un semoir de ferme et puis tester ces mélanges chez les agriculteurs. Et alors pourquoi on dit que ces populations, elles sont évolutives et présélectionnées? Eh ben c'est parce que, comme on vous l'a dit, elles sont sélectionnées sur un ou plusieurs critères d'intérêt. On va voir aussi un petit peu plus pendant la suite de l'épisode comment on détermine ces critères d'intérêt. Mais elles sont aussi diversifiées sur plein d'autres critères en fait. Et donc du coup, elles sont résilientes et adaptables a priori à différentes conditions et elles sont aussi adaptables dans le temps, donc elles sont en capacité d'évoluer. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que du coup, quand on sélectionne en fait sur par exemple le temps de cuisson, par contre on va pas du tout regarder les autres caractéristiques des lentilles et donc en plus d'être de cuire en une demi-heure et puis d'être colorées, et ben ces lentilles-là, elles vont avoir plein d'autres caractéristiques différentes. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour la résilience et pour les capacités d'évolution dans le temps, en fait. Et puis, surtout, les agriculteurs, ils peuvent aussi choisir, du coup, de resélectionner dans cette diversité pour affiner leur propre population en fonction de leurs besoins et aussi de leurs pratiques et de leurs conditions. Par exemple, sur notre fameuse PEPS de lentilles d'une demi-heure, un agriculteur pourra aussi choisir de récolter la PEPS assez tôt pour ne garder que les plantes qui sont les plus précoces et du coup faire une population plus précoce. Et donc, avec tout ça, pour nous, une PEPS qui marche, ben, ce serait une PEPS qui serait encore cultivée dans 300 ans ou plus, quoi. Voilà. On pourrait dire que ce serait ça, un de nos critères de réussite. Potentiellement, après tout ce temps-là, elle aurait plus du tout la même tête que la population qu'on a créée au début. Mais en fait, si elle a été ressemée et qu'elle a évolué sans interruption, pourquoi pas avec quelques enrichissements, et ben en fait, c'est qu'on a réussi notre travail, puisque en fait, si elle est toujours ressemée, ben c'est qu'elle répond aux besoins des utilisateurs et qu'en plus, elle apporte l'autonomie semencière aux agriculteurs qui cultivent cette PEPS. Et en fait, ça, c'est un de nos objectifs avec ces populations, c'est vraiment de permettre l'autonomie semencière. Et bien du coup, on peut passer maintenant à justement la manière qu'on a de s'organiser et de travailler
collectivement pour créer ces PEPS, et puis aussi vous parler un petit peu du modèle économique autour de ce travail-là. Alors, comme Estelle l'a dit en introduction, en fait, on se base sur notre travail d'avant qui était vraiment sur la sélection participative pour faire notre travail aujourd'hui sur les PEPS. Et donc, notre objectif, c'est de les créer avec celles et ceux qui les utilisent. Et donc ça, celles et ceux qui les utilisent, ça veut dire les agriculteurs, agricultrices, mais pas que. Ça veut aussi dire les transformateurs, donc les personnes qui vont transformer, cuisiner, conserver ces espèces-là, et puis voir aussi avec les distributeurs. Et comme nos populations, une de nos valeurs phares, un de nos objectifs phares, c'est qu'elles aient pas de droit de propriété intellectuelle, et ben la question du modèle économique se pose parce que notre proposition, en fait, c'est de fonctionner avec du préfinancement du travail de recherche plutôt que du post-financement avec des royalties, qui est plutôt aujourd'hui pratiqué par les sélectionneurs en général. Mais du coup, les royalties, c'est, vous vous en doutez, enfin vous le savez, basé sur les droits de propriété intellectuelle, et ce que nous, on souhaite pas. Ça veut dire que nous, on vend en fait notre savoir-faire de créatrice de population, notre savoir-faire de sélection, mais c'est tout quelque part. On ne veut pas vendre des semences en fait. Voilà, on vend notre savoir-faire de sélection. Et en plus, on ne sait pas faire de la multiplication ou de la vente de semences en fait. Enfin, pour le moment, on n'est pas en capacité de le faire. Peut-être un jour, mais voilà, pas forcément. Donc en fait, ça nous oblige à trouver, à imaginer un nouveau modèle économique. Et nous, on le conçoit en termes de partenariat, c'est-à-dire que tant sur le plan technique que économique, on crée des partenariats avec des gens qui savent faire les métiers complémentaires de la filière semence. Nous, on est à la création variétale, entre guillemets, et ensuite, il va falloir qu'on trouve d'autres acteurs qui puissent faire le reste jusqu'à l'utilisation. Voilà, et donc ça, on cherche des partenaires qui partagent notre vision en fait, pour le faire ensemble. Donc ça va bien avec notre savoir-faire de recherche participative et puis aussi le système de coopérative d'entrepreneurs qu'on a choisi pour notre activité, parce qu'on est dans une coopérative d'activité et d'emploi avec la valeur de la coopération qui est très forte. Donc on crée des populations sur mesure pour des acteurs des filières. Et sur le plan économique, en fait, comment on fait pour se rémunérer? On propose un abonnement à notre travail de recherche à nos partenaires. Donc ça, cet abonnement, il est pendant la création des populations, surtout à la phase où il y a des plateformes, parce que c'est vraiment ce travail-là qui coûte cher. Et les populations, elles sont créées sur des critères d'intérêt des acteurs justement qui ont un abonnement, qui s'abonnent à notre travail de recherche. Et c'est eux, en fait, qui nous indiquent les critères qui les intéressent. Et plus on a de diversité d'acteurs dans un projet, par exemple des transformateurs et des agriculteurs et pourquoi pas des consommateurs, eh bien en fait, plus on pourra faire des populations qui correspondent à tout le monde. Donc aujourd'hui, en 2024, on a commencé un projet sur l'avoine avec 3 acteurs des filières, donc 2 coopératives et un transformateur. Et j'espère qu'un jour, on pourra faire un épisode avec eux. Voilà, pour vous parler de ce beau projet. Et puis, il y aurait, pourquoi pas, encore de la place pour d'autres acteurs pour qui on pourrait faire d'autres types de populations d'avoine, pour d'autres types de transformations, par exemple. Et on a commencé aussi en 2023 à observer une collection de lentilles pour laquelle on est en train de chercher du coup des partenaires pour financer le travail. Voilà, donc ce seraient des entreprises qui cultivent, qui collectent, qui transforment, qui distribuent des lentilles et à qui cette vision, cette manière de faire, elle plairait, pour qui elle aurait du sens. Donc notre idée, c'est qu'une fois qu'on a créé plusieurs populations diversifiées sur une espèce et qu'il y a beaucoup d'accessions qui sont valorisées à travers ces populations, eh bien ces populations, elles vivent leur vie et puis que nous, on s'attaque à d'autres espèces parce qu'en fait, on a listé un peu tout ce qu'il y avait dans les banques de graines et il y a plus d'1 million d'accessions à sortir des frigos. Donc il va falloir qu'on se remonte les manches si on veut remettre beaucoup de diversité dans les champs. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc avec cet épisode en 2 parties,
vous avez découvert notre manière de remettre de la biodiversité cultivée dans les champs et dans les assiettes. Et donc, petit résumé de comment on fait. D'abord, on commence par rechercher des accessions dans les banques de graines en fonction des espèces qui intéressent les acteurs des filières alimentaires. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les accessions et qu'on les a commandées auprès des banques de graines, ces accessions, on les observe une par une pendant quelques années avec beaucoup de critères différents qu'on détermine pareil avec des recherches bibliographiques mais aussi sur le terrain avec les acteurs des filières. Une fois qu'on a fait ce travail d'observation et de multiplication, du coup, on les mélange en fonction des critères d'intérêt et une fois que on les a mélangés, qu'on a un petit peu observé si les critères d'intérêt étaient bien maintenus pendant quelques années, ces populations qu'on a créées, elles vivent leur vie, elles vont dans les fermes, elles sont cultivées par les paysans et les paysannes, et voilà. Et ça, c'est notre manière à nous de faire des populations diversifiées qu'on appelle les PEPS, pour les raisons qu'on vous a expliquées. Mais en fait, comme vous avez pu l'entendre dans ce podcast, on n'est pas les seuls à travailler sur la biodiversité cultivée. Et dans la même veine que nous, il y a notamment des membres du réseau Semences Paysannes qui expérimentent d'autres méthodes pour faire des mélanges très diversifiés et notamment une méthode à la manière de Joseph Lofthouse, qui est un sélectionneur américain qui sélectionne des populations très très diversifiées plutôt de potagères. Ou alors ces acteurs, ils s'inspirent aussi du travail de Salvatore Ceccarelli, qui est un chercheur italien qui a travaillé en Syrie, notamment sur l'orge et puis sur d'autres espèces plutôt de céréales, mais il a aussi créé une population diversifiée de tomates, je crois. Voilà, donc ces acteurs du RSP, ils essayent aussi d'autres méthodes pour créer des populations diversifiées. Ils créent d'abord des populations ultra diversifiées et ensuite ils appliquent une pression de sélection très forte sur le mélange en choisissant certains critères. Donc c'est pas tout à fait le même ordre que nous, c'est-à-dire que nous on observe un par un et ensuite on mélange et ensuite on crée la diversité. Eux, ils créent d'abord un grand pool de diversité pour ensuite sélectionner assez strictement dedans, mais strictement comme c'est tellement diversifié au début, ça reste des mélanges diversifiés à la fin. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même ordre et si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens dans la description. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a encore plein de belles choses à faire avec la biodiversité cultivée et notamment des populations pleines de diversité. Et voilà, on a terminé cet épisode. On espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis aussi à partager sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et puis n'hésitez pas à parler de biodiversité cultivée en général aussi. Vous pouvez aussi soutenir financièrement ce podcast en allant sur Libérappel. Les liens est aussi dans la description. Voilà, pour nous donner 1 euro ou plus si vous préférez. Ça nous aidera à renouveler notre matériel, financer les plateformes qu'on utilise pour enregistrer, pour traiter le son, pour construire ce podcast. Et on est toujours très contente d'avoir de vos nouvelles pour savoir ce que vous pensez des épisodes, pour récolter aussi vos questions s'il y a des choses que vous avez envie d'approfondir. Donc vous pouvez nous écrire à une adresse mail qu'on vous met aussi en description de cet épisode. À bientôt sur Cultiver la biodiversité. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!